Ils m'ont regardé droit dans les yeux et l'ont dit, on est trop occupé pour tes drames, maman. Gère ça toute seule. Mes propres enfants, ceux que j'ai élevés, pour qui je me suis sacrifiée, à qui j'ai payé de longues études. Ils ne pouvaient pas m'accorder un après-midi pour m'aider à traverser une crise familiale qui me déchirait le cœur. Alors, j'ai fait exactement ce qu'ils m'ont dit de faire. J'ai géré ça toute seule. J'ai révisé l'intégralité de mon testament sans en souffler mot à personne. Et quand ils ont débarqué 6 mois plus tard, exigeant les clés de la maison de campagne comme si elles leur appartenaient déjà, ils ont trouvé mon notaire assis dans le salon, sa mallette ouverte, les documents étalés sur la table basse. L'expression sur leur visage. Je me souviendrai de ce moment pour le reste de ma vie. Je m'appelle Monique et j'ai 72 ans. J'ai vécu à Versailles toute ma vie, j'ai élevé 3 enfants seuls après le décès de mon mari quand j'avais 45 ans, et j'ai travaillé comme documentaliste dans un lycée pendant 33 ans avant de prendre ma retraite. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir d'où vous regardez cette vidéo. Écrivez votre région ou votre pays dans les commentaires. Ça m'aide à savoir que je ne suis pas seule, et honnêtement, votre soutien signifie tout pour moi. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. C'était un mardi matin de mars quand j'ai appelé ma fille aînée, Valérie. Elle a 48 ans, vit à Paris, travaille dans la finance à la Défense, toujours occupée, toujours. J'avais besoin de parler de quelque chose de grave. Ma sœur cadette, Catherine, venait d'être diagnostiquée avec un cancer en phase terminale, et j'étais anéantie. Catherine et moi avions été proches toute notre vie. Elle n'avait que 67 ans, vibrante, pleine de vie quelques mois auparavant. Le diagnostic m'a frappée comme un train de marchandises. Valérie, ma chérie, j'ai vraiment besoin de te parler, ai-je dit quand elle a enfin répondu après 3 appels. C'est au sujet de tante Catherine. Maman, je rentre littéralement en réunion là. Ça peut attendre ? C'est important. Elle est très malade. Et je. Écoute, je t'appellerai ce week-end, d'accord ? Je ne peux vraiment pas gérer ça maintenant. La ligne a coupé. Elle m'avait raccroché au nez. Je suis restée assise là dans ma cuisine, le téléphone toujours pressé contre mon oreille, les larmes montant déjà. Je me suis dit qu'elle était juste stressée. La pression du travail. J'ai essayé mon fils, Laurent. Il a 45 ans, vit à Lyon, travaille comme ingénieur informatique. Nous avions toujours eu une bonne relation. Il comprendrait. La réponse de Laurent a été pire. Maman, tu sais que je t'aime, mais tu m'appelles pour un problème toutes les 2 semaines. Le mois dernier, c'était l'arbre du voisin qui tombait. Le mois d'avant, c'était ta chaudière. J'ai 3 enfants, un boulot exigeant, et Sophie me parle à peine parce que je travaille trop. Je ne peux pas être ta ligne d'urgence. Laurent, il ne s'agit pas d'un arbre ou d'une chaudière. C'est ta tante. Elle est mourante et j'ai besoin. Alors appelle les soins palliatifs. Appelle ses médecins. Appelle littéralement n'importe qui d'autre. Je suis trop occupée pour ce drame en ce moment. Gère ça toute seule. Gère ça toute seule. Ces 4 mots ont résonné dans ma tête longtemps après qu'il a raccroché. Ma plus jeune, Céline, elle a 41 ans, vit à Bordeaux, elle est professeure au lycée. Elle n'a même pas répondu à mes appels. J'ai essayé 3 fois. 3 fois c'est tombé sur la messagerie. Je suis restée assise chez moi toute la journée à pleurer. Pas seulement à cause du diagnostic de Catherine, bien que ce fût assez écrasant. J'ai pleuré parce que les 3 personnes auxquelles j'ai consacré ma vie entière ne pouvaient pas m'accorder 15 minutes pour me laisser partager mon chagrin. J'ai pensé à toutes les fois où j'ai tout laissé tomber pour eux. Quand le mariage de Valérie s'est effondré il y a 8 ans, qui a conduit jusqu'à Paris chaque week-end pendant 3 mois pour aider avec les enfants. Quand Laurent a perdu son emploi pendant la crise, qui a payé ses mensualités de crédit immobilier pendant 6 mois. Quand Céline a fait un burn-out lors de sa première année d'enseignement, qui a pris un congé sans solde pour rester avec elle. Moi. À chaque fois, c'était moi. Mais apparemment, j'étais devenu un inconvénient. Mes problèmes étaient du drame. Mon besoin de soutien émotionnel était trop demandé. Très bien. S'il voulait que je gère les choses toute seule, c'est exactement ce que j'allais faire.
Le lendemain matin, j'ai appelé mon notaire, Maître Moreau. J'avais travaillé avec lui il y a des années à la mort de mon mari, et j'avais gardé mon testament relativement simple depuis. Tout était divisé en 3 parts égales entre mes enfants. La maison de famille au bord du lac d'Annecy, celle que mon mari et moi avions achetée il y a 40 ans et entretenue avec amour, où nous avions passé chaque été avec les enfants. Cela devait aller aux 3 conjointement. Mes économies, mes assurances-vie, la maison où je vivais, tout divisé équitablement. Maître Moreau, je dois prendre rendez-vous, lui ai-je dit. Je veux réviser complètement mon testament. Monique, est-ce que tout va bien? Sa voix portait une inquiétude sincère. Tout va bien. J'ai juste besoin de faire quelques changements, des changements importants. Nous nous sommes rencontrés ce vendredi-là. Je suis entrée dans son étude avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je ne faisais pas ça par méchanceté. Du moins, c'est ce que je me disais. Je faisais ça parce que mes enfants m'avaient montré exactement comment ils valorisaient notre relation. Ils avaient rendu leurs priorités claires comme de l'eau de roche. Je veux retirer mes enfants comme bénéficiaires principaux, ai-je dit en exposant mon plan. La maison du lac va à la fille de Catherine, Sophie. Ma nièce a toujours aimé cet endroit, et elle vient réellement me voir. Elle m'appelle juste pour prendre des nouvelles. Elle m'a apporté de la soupe l'hiver dernier quand j'avais une pneumonie sans même que je le demande. Maître Moreau n'a pas scié. Il était notaire depuis 30 ans et avait probablement vu des situations familiales pires. Et le reste de votre patrimoine? Je mets en place des dons pour des associations, le réseau des bibliothèques locales où j'ai travaillé pendant 3 décennies, la Fondation pour la recherche contre le cancer qui traite Catherine, le refuge pour femmes où je suis bénévole. Mes comptes retraite financeront des bourses pour les mères célibataires qui reprennent leurs études. Ma maison principale peut être vendue et le produit divisé entre ces organisations. Et mes enfants recevront 1 000 € chacun, juste assez pour qu'ils ne puissent pas prétendre que je les ai oubliés ou que je n'étais pas saine d'esprit. Je veux qu'il soit absolument clair que c'était intentionnel. Maître Moreau a hoché la tête lentement, prenant des notes. Monique, je dois vous demander, êtes-vous certaine de cela? Les décisions successorales prises sous le coup de l'émotion peuvent parfois être regrettées plus tard. Je n'ai jamais été aussi certaine de quoi que ce soit dans ma vie. Ils m'ont dit de gérer ça toute seule, alors c'est ce que je fais. Au cours des 3 semaines suivantes, Maître Moreau a tout rédigé méticuleusement. Nous avons inclus des dispositions spécifiques qui rendraient la contestation du testament presque impossible, en utilisant l'assurance vie pour contourner la réserve héréditaire au maximum légal. J'ai passé une évaluation cognitive avec un psychologue pour documenter que j'étais saine d'esprit. Nous m'avons filmé expliquant mes décisions, calme et articulée, indiquant clairement que personne ne m'avait contrainte ou manipulée. C'était mon choix, fait en toute conscience et intention. Le plus dur n'était pas de prendre la décision. C'était de garder le secret. Chaque fois que Valérie appelait avec une conversation superficielle sur ses projets de vacances, j'avais envie de hurler. Chaque fois que Laurent envoyait son SMS mensuel obligatoire demandant comment j'allais, je voulais lui dire exactement comment j'allais. Céline continuait d'être majoritairement absente, réapparaissant toutes les quelques semaines avec une excuse sur le fait d'être débordée par le travail. Aucun d'eux n'a rendu visite, pas une seule fois pendant ces mois où l'état de Catherine déclinait rapidement. J'ai passé d'innombrables heures à son chevet à lui tenir la main, à aider avec les rendez-vous médicaux, à gérer ses médicaments. Sophie était là aussi. Ma merveilleuse nièce, qui a pris des congés pour aider à soigner sa mère. Nous avons pleuré ensemble, ri de vieux souvenirs, et sommes restés assises dans un silence confortable pendant les jours les plus difficiles. Catherine est décédée fin mai, seulement 8 semaines après son diagnostic. Les funérailles ont eu lieu un magnifique samedi matin. Valérie est arrivée en retard, consultant son téléphone tout au long du service. Laurent est venu, mais est parti immédiatement après, prétendant qu'il avait un match de foot à rejoindre. Céline est venue mais a passé la moitié de la réception à se plaindre de son proviseur. « Ça doit être si dur pour toi, maman », a dit Valérie en me donnant une brève étreinte. « Perdre ta sœur. » Je voulais dire, tu sais ce qui était dur? T'appeler quand j'ai découvert qu'elle était malade et m'entendre dire que j'étais dramatique, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste hoché la tête et dit, oui, ça l'est.
Et, on devrait parler bientôt de la maison du lac, a mentionné Laurent en partant. Céline et moi, on pensait que peut-être cet été, on pourrait tous l'utiliser davantage. Les enfants grandissent et ce serait sympa d'avoir ce temps en famille. La maison du lac. Bien sûr, c'est à ça qu'ils pensaient aux funérailles de leur tante. Pas à moi pleurant la perte de ma seule sœur. Pas à la façon dont j'avais passé les 2 derniers mois à la regarder mourir. La propriété, l'héritage, ce qu'ils pouvaient obtenir. On parlera plus tard, ai-je dit simplement. En fait, maman, je voulais aborder ça aussi, a ajouté Céline, apparaissant soudainement à côté de Laurent. Maintenant que tu vieillis, peut-être que ça a du sens de commencer à parler de ta planification successorale. Tu sais, juste pour s'assurer que tout est organisé pour ta tranquillité d'esprit. Ma tranquillité d'esprit. Il ne se souciait pas de ma tranquillité d'esprit quand je m'effondrais à cause du diagnostic de Catherine. Mais maintenant qu'ils voulaient sécuriser leur héritage, soudainement mon bien-être importait. Tout est déjà organisé, leur ai-je dit. J'ai vu mon notaire il y a des mois. Tout est géré. Ah, bien, Valérie a rejoint la conversation. Donc, la maison et la propriété du lac sont toutes prêtes pour un transfert en douceur. Tout est légalement documenté. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de quoi que ce soit. Il semblait satisfait de cette réponse, interprétant mes mots comme il le voulait. Il supposait que « tout gérer » signifiait que tout était soigneusement emballé pour qu'ils en héritent. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais réellement fait. Au cours de l'été, leur sentiment que tout leur était dû n'a fait qu'empirer. Valérie a commencé à faire des plans pour rénover la maison du lac, m'envoyant des photos de meubles modernes et demandant mon avis. Elle ne demandait pas la permission. Elle la traitait déjà comme sa propriété. Je pense qu'on devrait d'abord refaire la cuisine, a-t-elle écrit dans un groupe WhatsApp familial en juillet. Ces appareils datent des années 90. Laurent, tu es d'accord pour partager les frais ? On pourra parler du calendrier une fois que maman aura transféré l'acte de propriété. Laurent a répondu, ça me va. Maman, c'est quoi le processus pour transférer la propriété ? Est-ce qu'on doit impliquer des avocats ou on peut juste gérer ça au cadastre, a renchéri Céline. Est-ce qu'on vend la maison de maman aussi, ou on attend ? Je pense juste au timing avec le marché immobilier. Je fixais mon téléphone, lisant ses messages avec incrédulité. Il planifiait la distribution de mon patrimoine comme si j'étais déjà morte. J'étais assise dans mon salon, bien vivante, les regardant se partager le travail de ma vie et mes biens par SMS. Je n'ai pas répondu au groupe de discussion. Au lieu de cela, j'ai appelé Sophie. « Comment tu tiens le coup ?» ai-je demandé. Elle avait du mal avec la mort de sa mère, et je prenais des nouvelles régulièrement. Certains jours sont plus durs que d'autres, a-t-elle admis. Mais je gère. Et toi, tante Monique ? Je vais bien. Écoute, je voulais te dire quelque chose. J'ai fait quelques changements à ma planification successorale, et la maison du lac te reviendra. Il y eut un long-silence. Quoi ? Tante Monique ? Je ne sais pas quoi dire. Tu es sûre ? Et Valérie, Laurent et Céline ? Je suis tout à fait sûre. Cette maison contient les souvenirs de ta mère, de nos étés ensemble. Tu as toujours aimé cet endroit, et tu l'as toujours respecté. Elle devrait aller à quelqu'un qui la valorise pour ce qu'elle est, pas pour sa valeur marchande. Je suis honorée, vraiment. Mais est-ce que ça ne va pas causer des problèmes avec tes enfants ? C'est mon souci, pas le tien. Je voulais juste que tu le saches. N'en parle à personne pour l'instant. Le moment venu, tu recevras toute la documentation. Août a laissé place à septembre. Les exigences de mes enfants se sont intensifiées. Valérie voulait planifier une réunion de famille sur mes finances. Laurent a suggéré que je vende ma maison et que j'emménage dans une résidence-service, libérant des actifs. Céline a commencé à envoyer des liens vers des conseillers financiers spécialisés dans les transitions patrimoniales pour seniors. Aucun d'eux n'est venu me voir. Aucun d'eux n'a appelé pour demander comment je vivais la mort de Catherine. Chaque conversation revenait à l'argent, à la propriété et à leurs attentes. Puis est arrivé octobre.
Je passais un dimanche après-midi tranquille à lire quand j'ai entendu des voitures entrer dans mon allée. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu leurs 3 véhicules. Ils ne m'avaient pas dit qu'ils venaient. Ils ont juste débarqué, planifiant clairement une embuscade. Avant même que je puisse atteindre la porte, ils entraient. Valérie en premier, suivie de Laurent et Céline. Ils avaient des papiers à la main, de vrais documents imprimés. « Maman, il faut qu'on parle », a annoncé Valérie, me saluant à peine. On a préparé des papiers pour faciliter les choses. Je me tenais dans ma propre entrée, regardant mes 3 enfants entrer chez moi sans invitation, portant des papiers qu'ils avaient préparés sans que je le sache ni que je sois d'accord. L'audace était époustouflante. Des papiers pourquoi exactement, ai-je demandé, gardant ma voix stable. Laurent s'est avancé. Écoute, maman, on t'aime, mais on a discuté et on pense qu'il est temps d'être pragmatique. Tu as 72 ans. Tu es seule dans cette grande maison. Céline a trouvé une très belle résidence médicalisée. Je n'ai pas besoin de résidence médicalisée. Je suis parfaitement capable. Laisse-moi finir, m'a interrompu Laurent. On ne dit pas que tu en as besoin maintenant, mais finalement tu en auras besoin, et c'est logique de commencer à planifier. Ces papiers nous donneraient procuration et nous permettraient d'aider à gérer tes finances et tes biens. C'est pour ta protection. Ma protection, ai-je répété. Ou votre confort? L'expression de Valérie s'est durcie. Ne sois pas difficile avec ça. On essaie de t'aider. On a tous parlé à des avocats. Vous avez parlé à des avocats de ma succession sans m'inclure dans la conversation? Parce qu'on savait que tu réagirais comme ça, a dit Céline, sa voix aiguë, devenant toute émotive et défensive. On est tes enfants. On veille sur toi. Veiller sur moi? C'était quand la dernière fois que l'un de vous a veillé sur moi? Quand Catherine mourait? Où étiez-vous? Quand je vous ai appelé, le cœur brisé et terrifié? Qu'est-ce que vous m'avez dit? La pièce est devenue silencieuse. Il ne s'attendait clairement pas à ce que je ramène ça sur le tapis. C'était différent, a finalement dit Valérie. Tu étais trop dramatique. Ma sœur mourait d'un cancer. J'avais besoin de mes enfants. Et vous m'avez dit que j'étais dramatique et de gérer ça toute seule, alors c'est exactement ce que j'ai fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Les yeux de Laurent se sont plissés. Ça veut dire que j'ai géré mes affaires comme vous me l'avez dit. D'accord, oui, on aurait pu être plus soutenant à ce moment-là, a admis Céline, bien que son ton suggérait qu'elle essayait juste de désamorcer la situation, mais il s'agit de ton avenir, de s'assurer que tu es prise en charge. Je suis prise en charge. Tout est arrangé. Alors ça devrait être facile de signer ces papiers, a dit Valérie, tendant les documents vers moi. Ils ne font que formaliser ce dont nous avons déjà discuté. Transfère l'acte de la maison du lac à nous 3 maintenant pour qu'on puisse commencer à la gérer correctement. Mets en place des comptes joints pour qu'on puisse aider avec les factures. Sortez de chez moi. Ils se sont figés. Maman, a commencé Laurent. J'ai dit, sortez. Vous venez chez moi sans invitation avec des documents juridiques que vous avez préparés dans mon dos pour essayer de me manipuler et me faire céder mes biens et mes finances. Sortez maintenant. Tu es complètement déraisonnable, la voix de Valérie est montée. On est tes enfants. Tout ce que tu as devrait nous revenir de toute façon. On essaie juste de rendre le processus plus facile. Pour vous? Vous essayez de le rendre plus facile pour vous, pas pour moi. Vous vous fichez éperdument de moi. C'est pas juste, a dit Céline. On est occupé, mais on tient à toi. Vous êtes occupé. Vous êtes toujours occupé, mais jamais trop occupé pour débarquer et exiger mes biens. Maintenant partez avant que j'appelle la police. Ils ne sont pas partis immédiatement. Ils sont restés là, choqués que je leur tienne tête, que je ne cède pas à leur pression. Valérie a regardé Laurent, s'attendant clairement à ce qu'il prenne les choses en main et me raisonne. Laurent a regardé Céline, espérant probablement qu'elle utiliserait sa voix de maîtresse d'école pour calmer la situation. Maman, si tu ne coopères pas avec ça, on devra intenter une action en justice, a dit froidement Valérie. On peut demander au tribunal de te déclarer incapable et te mettre sous tutelle. Voilà, c'était dit. La menace.
Le masque était finalement tombé complètement. Il ne s'agissait pas de mon bien-être ou de mes soins. Il s'agissait de contrôle. Il s'agissait de mettre la main sur mon patrimoine pendant que j'étais encore en vie. J'ai marché calmement vers mon téléphone. J'appelle la police. Vous avez 30 secondes pour quitter ma propriété. Tu es folle, a sifflé Céline. On est ta famille. La famille ne se traite pas comme ça. La famille ne débarque pas avec des papiers légaux pour voler la propriété de quelqu'un. La famille ne menace pas sa propre mère. J'ai commencé à composer le numéro. C'est à ce moment-là qu'ils ont enfin bougé, rassemblant leurs papiers, me lançant des regards furieux. Valérie s'est arrêtée à la porte. Tu vas regretter ça. On a fini d'essayer de t'aider. Quand tu auras besoin de nous, ne prends pas la peine d'appeler. Je n'ai pas pu compter sur vous depuis des années, ai-je répondu. Ça ne change rien. Ils sont partis, les pneus crissant alors qu'ils s'éloignaient. J'ai verrouillé la porte derrière eux, les mains tremblantes, et je me suis assise dans mon salon. Une partie de moi était terrifiée. Une partie de moi était exaltée. Je leur avais enfin tenu tête. Mais je savais que ce n'était pas fini. La menace de Valérie concernant une action en justice était réelle. J'ai immédiatement appelé Maître Moreau. Ils viennent d'essayer de m'embusquer avec des papiers de procuration, lui ai-je dit. Ils ont menacé de me faire mettre sous tutelle pour incompétence. Avez-vous signé quoi que ce soit? Sa voix était vive, concentrée. Non, je les ai mis dehors, mais ils vont passer à la vitesse supérieure. Bien. Ne signez rien. N'acceptez aucune réunion avec eux seuls et documentez tout. Chaque SMS, chaque appel, chaque interaction. Nous avons besoin de preuves. Au cours des 6 semaines suivantes, ils ont tout essayé. Valérie a envoyé des lettres recommandées affirmant que j'étais un danger pour moi-même. Laurent a contacté mon médecin pour essayer d'obtenir des dossiers médicaux qui soutiendraient une audience de mise sous tutelle. Céline s'est présentée chez moi 2 fois de plus, à chaque fois avec des stratégies différentes. D'abord apologétique et manipulatrice, puis en colère et accusatrice. J'ai tout documenté exactement comme Maître Moreau l'avait instruit. J'ai fait installer des caméras de sécurité. J'ai sauvegardé chaque SMS, chaque email, chaque message vocal. Ils montaient un dossier contre moi, mais je montais un dossier plus solide montrant leur harcèlement et leur motivation financière. La partie la plus ignoble est arrivée début décembre. Valérie a posté sur les réseaux sociaux, chose qu'elle faisait rarement, un long message émotionnel sur combien elle était inquiète pour sa mère déclinante qui refusait de l'aide et prenait des décisions irrationnelles. Elle se peignait comme la fille dévouée gérant un parent difficile, possiblement sénile. Des amis et des parents éloignés ont commencé à me contacter, inquiets, proposant de me parler pour accepter de l'aide. La manipulation était sophistiquée. Ils empoisonnaient le puits, créant un récit où ils étaient les enfants attentionnés et moi le problème. Mais ils ont fait une erreur critique. Ils m'ont sous-estimé. Ils supposaient que j'étais une vieille femme impuissante qui finirait par craquer sous la pression. Ils n'avaient pas tenu compte du fait que j'avais passé 33 ans comme documentaliste scolaire à gérer des adolescents difficiles, des parents manipulateurs et une politique administrative complexe. Je savais comment documenter, comment monter un dossier, et comment rester 3 coups en avance. À la mi-décembre, Valérie a envoyé un SMS sur le groupe familial. On vient à la maison du lac ce week-end. On a décidé qu'il est temps de commencer à l'utiliser correctement. Maman ne l'entretient clairement pas. On a besoin des clés. C'était ça. C'était le moment que j'attendais. Ils avaient enfin fait une exigence que je pouvais utiliser. J'ai répondu immédiatement. La maison du lac n'est pas disponible. Vous n'êtes pas les bienvenus là-bas. Valérie, c'est notre héritage. Arrête d'être égoïste. Laurent, on vient que tu le veuilles ou non. On mérite l'accès à cette propriété. Céline, tu ne peux pas nous empêcher d'accéder à notre propre avenir. On est tous bénéficiaires. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé Maître Moreau. Il prévoit de débarquer à la maison du lac ce samedi. Ils pensent qu'ils ont des droits dessus. Parfait, a dit Maître Moreau. Je serai là.
Réglons ça une bonne fois pour toutes. Samedi matin est arrivé. J'ai conduit jusqu'à la maison du lac tôt, le cœur battant. Maître Moreau est arrivé peu après, mallette à la main. Nous nous sommes installés dans le salon, le même salon où mon mari et moi avions regardé nos enfants grandir pendant les vacances d'été, où nous avions joué à des jeux de société et fait griller des guimauves et créé le genre de souvenir qui était censé signifier quelque chose. Nous avons attendu. Maître Moreau passait en revue les documents pendant que je faisais du café, essayant d'empêcher mes mains de trembler. Vers 11 heures, nous avons entendu des véhicules approcher. Tous les trois étaient venus, exactement comme je m'y attendais. Le SUV de Valérie, la grosse voiture de Laurent, la berline de Céline. Ils avaient amené leur famille aussi. Je pouvais voir mes petits-enfants dans les véhicules. Ils avaient supposé que ce serait une fête, un week-end en famille au lac. Ils avaient probablement prévu de changer les serrures après cette visite, peut-être même de commencer à déménager des meubles. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'ils sortaient, riant, portant des sacs et des glacières. Valérie était déjà sur son téléphone, photographiant probablement la maison pour ses plans de rénovation. Laurent pointait le ponton du doigt, parlant à son fils adolescent. Céline déchargeait ce qui ressemblait à assez de courses pour une semaine. Ils ont marché jusqu'à la porte d'entrée. Valérie a essayé sa clé, une vieille copie que j'avais oubliée qu'elle avait depuis des années. Elle n'a pas fonctionné. J'avais changé les serrures il y a des mois, juste après ma réunion avec Maître Moreau. Elle a frappé, confuse, puis a frappé encore plus fort. « Maman, tu es là-dedans ?» J'ai ouvert la porte. L'expression sur son visage quand elle a vu Maître Moreau assis là dans son costume, mallette ouverte, document juridique étalé sur la table basse. Je chérirai ce moment pour toujours. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» a exigé Valérie. Monique m'a demandé d'être présent, a dit calmement Maître Moreau. S'il vous plaît, entrez. Nous avons des choses à discuter. Ils sont entrés lentement, la confusion se transformant en suspicion. La femme de Laurent est restée dehors avec les enfants, sentant que ce n'allait pas être le week-end familial qu'ils avaient prévu. Si vous regardez toujours, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Mes enfants se tenaient dans le salon de la maison du lac, fixant les documents étalés sur la table basse. Maître Moreau restait assis, professionnel et composé. Je me tenais près de la cheminée, mes mains jointes devant moi pour les empêcher de trembler. « C'est quoi ça ?» a demandé Laurent, la voix serrée. « Ceci est le plan successoral révisé de votre mère, » a dit Maître Moreau. Elle m'a demandé de le revoir avec vous tous aujourd'hui, étant donné vos récentes exigences concernant sa propriété. Révisé ? Le visage de Valérie est devenu pâle. Quand ? J'ai révisé mon testament entier en mars, ai-je dit doucement. Juste après que vous m'avez tous dit de gérer mes problèmes toute seule, alors je l'ai fait. Céline regardait entre Maître Moreau et moi. De quoi tu parles ? Mars, c'était il y a des mois. Tu n'as jamais rien dit. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Vous avez rendu très clair que mes préoccupations n'étaient pas importantes pour vous. Vous étiez trop occupé pour mon drame. Alors, j'ai géré mes affaires calmement et légalement sans vous accabler avec les détails. Maître Moreau a ouvert un dossier et a sorti des documents. Je vais aller droit au but. Monique vous a retiré tous les trois en tant que bénéficiaires principaux de sa succession. La maison du lac a été désignée pour aller à Sophie, sa nièce. Le reste du patrimoine, y compris la résidence principale de Monique et ses actifs financiers via l'assurance vie, sera distribué à diverses organisations caritatives. Le silence était assourdissant. Valérie a agrippé le bord de la table basse comme si elle allait tomber. Tu donnes la maison du lac à Sophie ? Notre maison du lac ? Ça n'a jamais été votre maison du lac, ai-je dit fermement. C'était la mienne et celle de votre père. Nous l'avons achetée. Nous l'avons entretenue. Nous l'avons payée. Le fait que vous y ayez passé l'été enfant ne la rend pas vôtre. C'est de la folie. La voix de Laurent est montée. Tu ne peux pas nous couper de ton testament parce qu'on était occupé quand tu as appelé pour tante Catherine. Il ne s'agit pas d'un seul coup de fil, ai-je riposté. Il s'agit d'années à être traité comme un inconvénient.
Il s'agit de vous me disant que j'étais dramatique quand ma sœur mourait. Il s'agit de vous débarquant ici exigeant les clés d'une propriété que vous ne possédez pas. Il s'agit de vous essayant de me forcer à signer une tutelle pour contrôler mon argent tant que je suis encore en vie. On essayait de t'aider, a crié Céline. M'aider ? Vous essayez de vous aider vous-même. Chaque conversation depuis un an a tourné autour de mon héritage, de ma propriété, de ce dont vous hériterez. Pas une seule fois l'un de vous n'a appelé juste pour savoir comment j'allais. Pas une seule fois l'un de vous n'a rendu visite juste pour passer du temps avec moi. Tout tournait autour de ce que vous pouviez obtenir. Valérie s'est tournée vers Maître Moreau. Ça ne tiendra pas au tribunal. Elle n'est clairement pas saine d'esprit. On va contester. Maître Moreau n'a même pas scié. J'ai anticipé cet argument. Monique a passé une évaluation cognitive complète par un psychologue agréé. Elle a obtenu des scores exceptionnels. Nous avons également une documentation vidéo d'elle expliquant ses décisions clairement et rationnellement. De plus, j'ai des dossiers détaillés de vos tentatives de la contraindre, y compris l'incident de la procuration et vos publications sur les réseaux sociaux remettant en cause sa compétence. Le visage de Laurent est devenu rouge. Alors c'est ça. Tu nous punis parce qu'on n'a pas tout laissé tomber à chaque fois que tu avais une crise. Tu n'écoutes toujours pas, ai-je dit, ma voix se brisant légèrement. Je ne vous punis pas. Je me protège et j'honore les gens qui se soucient réellement de moi. Sophie était là pour Catherine. Elle a été là pour moi. Les associations que je soutiens signifiaient quelque chose pour moi et votre père. Ce sont mes choix, faits avec un esprit clair et un cœur plein. Et nous, a demandé Céline, les larmes aux yeux. On est tes enfants. On a élevé des familles. On a des dépenses. On comptait sur. Point sur ma mort, les jeux interrompus. Vous comptiez sur ma mort pour encaisser. Vous vous entendez ? Vous ne pleurez pas la relation que nous avons perdue. Vous pleurez l'héritage. Maître Moreau a sorti un autre document. Chacun de vous recevra exactement 1000 € de la succession de Monique. C'est suffisant pour empêcher de prétendre qu'elle vous a oublié ou que le testament a été exécuté par erreur. C'est une décision délibérée et documentée. Valérie a ri amèrement. 1000 €. Après tout ça. Après tout ça, ai-je répété. Laisse-moi te parler de tout ça. Tout ça, c'est que j'ai payé vos études. Tout ça, c'est que j'ai pris soin de vous à travers chaque crise. Tout ça, c'est 30 ans d'anniversaire, de vacances et de sacrifices. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour ? M'entendre dire que je suis trop dramatique. Être ignoré. Être traité comme un distributeur automatique avec un pouls. C'est de la vengeance, a dit Laurent platement. Tu es une vieille femme vindicative et amère. Peut-être que je le suis, ai-je reconnu. Ou peut-être que je suis juste quelqu'un qui a enfin appris que les liens du sang ne m'obligent pas à tolérer d'être traité comme une ordure. Vous m'avez appris cette leçon. Vous m'avez appris qu'être occupé est plus important qu'être gentil. Que les appels téléphoniques sont des interruptions au lieu de connexion. Que le chagrin de votre mère est du drame, mais que vos demandes d'héritage sont raisonnables. Maître Moreau s'est levé, rassemblant ses documents. Cette réunion est terminée. Le testament est légal, enregistré et inattaquable. Monique est saine de corps et d'esprit, et elle a tout à fait le droit de distribuer son patrimoine comme bon lui semble. Je vous déconseille toute contestation judiciaire. Ce sera coûteux et infructueux, et cela ne fera qu'endommager davantage votre relation avec votre mère. Quelle relation, a craché Valérie. Elle vient de détruire toute relation qu'on avait. Non, ai-je dit doucement. Vous l'avez détruite il y a des mois. Vous ne l'avez juste pas remarqué parce que vous ne faisiez pas attention. Vous ne faisiez jamais attention sauf si vous vouliez quelque chose de moi. Ils ont commencé à partir. Laurent attrapant le bras de Céline, Valérie sortant la première la tête haute, essayant de maintenir une certaine dignité. À la porte, Céline s'est retournée. Est-ce que ça valait le coup de perdre tes enfants pour de l'argent ? Je n'ai pas perdu mes enfants pour de l'argent, ai-je répondu. J'ai perdu mes enfants bien avant ça. J'ai juste finalement arrêté de faire semblant que ce n'était pas le cas. Ils sont partis. La porte s'est fermée.
La maison est tombée dans le silence. Maître Moreau et moi sommes restés là un moment, le poids de ce qui venait de se passer s'installant autour de nous. « Est-ce que ça va ?» a demandé gentiment Maître Moreau. J'ai hoché la tête, essuyant des larmes que je n'avais pas réalisé avoir versées. « Ça va. Pour la première fois depuis longtemps, ça va vraiment. » Maître Moreau a rangé sa mallette, me laissant un moment pour me composer. « Vous avez fait la bonne chose, Monique. J'ai vu beaucoup de conflits successoraux dans ma carrière, mais j'ai rarement vu quelqu'un gérer ça avec autant de dignité que vous venez de le faire. Je ne me sens pas digne, ai-je admis. Je me sens épuisé. C'est normal. Mais vous avez tenu bon. Vous vous êtes protégé. Ça demande du courage. Il m'a tendu une carte. S'ils vous contactent, et ils le feront probablement, ne vous engagez pas seul. Appelez-moi d'abord. Documentez tout. Et souvenez-vous, vous ne leur devez ni explication ni excuse. » Après le départ de Maître Moreau, je suis restée assise dans le salon pendant un long moment, regardant le lac par la fenêtre. Cette maison contenait tant de souvenirs. Mon mari apprenant aux enfants à pêcher depuis le ponton, les barbecues d'été, les conversations tardives sur la terrasse, le son des rires d'enfants résonnant dans les couloirs. Mais ces enfants étaient devenus des adultes que je reconnaissais à peine. Des adultes qui valorisaient mon argent plus que ma présence. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Sophie. « Tante Monique, est-ce que tu vas bien ? Valérie vient de m'appeler en hurlant à propos du testament. Je lui ai dit que je ne voulais pas être au milieu de ça. Je l'ai rappelé. Ne t'inquiète pas d'être au milieu. C'est ma décision et je m'y tiens. Tu as été gentille avec moi. Tu as été là pour ta mère. La maison devrait aller à quelqu'un qui l'aime pour les bonnes raisons. Je suis honorée, vraiment. Mais je m'inquiète pour toi. Tu es en sécurité ? Est-ce qu'il te harcèle ? Je vais bien. Mon notaire gère tout. Comment vas-tu, toi ? Je sais que ça doit être stressant. Nous avons parlé pendant 1 heure de sa mère, du deuil, d'aller de l'avant. Ça m'a rappelé ce qu'était une vraie connexion. Pas transactionnelle, pas conditionnelle, juste une attention sincère entre 2 personnes qui s'apprécient. Les semaines suivantes ont été calmes. Mes enfants n'ont pas repris contact. Pas d'appel, pas de SMS, pas de tentative de réconciliation. Ils avaient montré leur vraie priorité. Et maintenant que ces priorités étaient refusées, ils n'avaient aucune utilité pour moi. Une partie de moi pleurait cette réalité. Une partie de moi ressentait du soulagement. J'ai passé Noël avec Sophie et sa famille. Nous avons cuisiné ensemble, échangé des cadeaux modestes et regardé de vieux films. Ce n'était pas le grand rassemblement familial que j'avais imaginé autrefois pour mes vieux jours, mais c'était chaleureux, réel et libre d'arrière-pensée. En janvier, j'ai reçu une lettre formelle de l'avocat de Valérie menaçant de contester le testament. Maître Moreau a répondu avec notre documentation, l'évaluation psychologique, le témoignage vidéo, les preuves de leur tentative de coercition. La contestation a été abandonnée en 2 semaines. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner. La maison du lac attend Sophie, entretenue et chérie. Mon patrimoine financera des bourses, de la recherche et du soutien pour des gens qui en ont besoin. Ma vie semble plus légère maintenant, délestée du poids d'enfants qui me voyaient comme un héritage plutôt que comme une personne. J'ai géré ça toute seule, juste comme ils m'ont dit de le faire. Et ce faisant, j'ai récupéré ma dignité, mon autonomie et ma paix. Parfois, la partie la plus difficile de l'amour est de reconnaître quand il est à sens unique et d'avoir le courage d'arrêter de donner à des gens qui ne savent que prendre.